Deux signes blancs venus de Russie se posent à Caracas. Autour du globe, l'attention se fige. Faut-il y voir une posture spectaculaire ou bien l'annonce d'un nouvel affrontement nucléaire aux portes de l'Amérique? En octobre 2025, deux bombardiers stratégiques russes Tu-160, surnommés Cygne blanc, touchent le sol vénézuélien. L'histoire bégaie. Ces avions, capables de transporter des missiles nucléaires et de frapper le territoire américain en quelques heures, réveillent les fantômes de la crise des missiles de Cuba, mais dans un monde plus fracturé, plus dangereux encore. Au même moment, l'Ukraine s'embrase, le Moyen-Orient s'enfonce dans la tourmente, l'Asie frémit sous des tensions inédites. Jamais, depuis la guerre froide, les failles n'ont été aussi nombreuses et imprévisibles. Dans ce chaos, Moscou avance ses pions loin de ses frontières, moins une attaque qu'un avertissement. C'est un signal calculé, une épreuve pour la détermination de Washington et la cohésion de l'Occident. Mais cette fois, il n'y a plus de canaux diplomatiques directs pour désamorcer la crise. Plus de téléphones rouges, plus de garde-fous. Seulement des vols menaçants, des discours martiaux et une escalade qui se joue aussi sur les réseaux sociaux et dans les médias. La tension est extrême. Une erreur, une incompréhension, et l'escalade militaire directe devient possible. L'équilibre nucléaire planétaire vacille. La crédibilité des grandes puissances, surtout celle des États-Unis et de l'OTAN, se retrouve menacée. Plus encore, c'est la souveraineté de l'Amérique latine qui est en jeu, et la stabilité mondiale qui tient à un fil. Comment en est-on arrivé là? Pour le comprendre, il faut suivre la piste d'une stratégie russe faite de signaux, de calculs et de provocations sur un échiquier géopolitique fracturé. Tout commence bien avant l'atterrissage des Cygnes blancs à Caracas. Moscou, patiemment, a tissé sa toile de tensions, d'alliances et de menaces calculées. Ce n'est pas la première fois que Moscou flirte avec les lignes rouges américaines. Mais jamais le contexte n'a été aussi volatile, ni les enjeux aussi élevés. En octobre 2025, le monde retient son souffle. Deux bombardiers stratégiques russes Tu-160, surnommés Cygne blanc, se posent sur le tarmac vénézuélien. Leur silhouette profilée cache une puissance de feu terrifiante. Plus de 55 mètres d'envergure, 4 turbines filant à plus de Mach 2, capables de lancer des missiles de croisière, conventionnels ou nucléaires, frappant des cibles à plus de 5000 km sans jamais pénétrer l'espace aérien des États-Unis. Le Tu-160 n'est plus un simple héritage soviétique. Sa version modernisée, tout juste entrée en service, embarque avionique numérique, système de navigation avancé et revêtement furtif. Surtout, il peut transporter les missiles Kh-101 et Kh-102, dont la portée menace désormais le cœur du territoire américain. Pourquoi Moscou déploie-t-il ses joyaux stratégiques à la porte de Washington? Le Venezuela, fragile mais immensément riche en pétrole, joue le rôle d'allié de circonstance. Isolé, ruiné par la crise économique et une inflation à 3 chiffres, le régime de Nicolás Maduro n'a plus d'autre protecteur que Moscou. Un précédent existe déjà. En décembre 2018, des Tu-160 s'étaient posés au Venezuela. À l'époque, la Maison-Blanche avait dénoncé la provocation tout en gardant son sang-froid. Mais 5 ans plus tard, le climat géopolitique a radicalement changé. L'ombre de la guerre en Ukraine plane sur toutes les discussions. Impossible de ne pas penser à la crise des missiles de 1962. À l'époque, des rampes soviétiques installées à Cuba avaient mis la planète au bord de l'abîme. Aujourd'hui, la diplomatie de la fusée cède la place à celle du bombardier, plus mobile, plus insaisissable, tout aussi inquiétante. Mais la comparaison s'arrête là. En 1962, Kennedy et Khrouchtchev avaient maintenu un canal de communication, évitant la catastrophe nucléaire par un dialogue in extremis. Aujourd'hui, après l'invasion de l'Ukraine, Moscou et Washington ne se parlent presque plus. La méfiance domine, les mécanismes de désescalade se sont érodés. Chaque geste est interprété comme une menace. Le danger est extrême. Au moindre incident, la situation peut basculer. Les vols des Tu-160 renforcent le sentiment d'encerclement, réduisent l'espace pour la diplomatie et accroissent l'incertitude stratégique. Les nerfs sont à vif de chaque côté. Dans ce climat tendu, chaque mouvement est surinterprété, chaque décision peut avoir des conséquences disproportionnées.
la crédibilité américaine, la sécurité des voies énergétiques, la souveraineté latino-américaine et la stabilité mondiale se retrouvent sur la ligne de front. Mais ce retour des bombardiers russes en Amérique latine n'est pas un simple remake du passé. Une question hante les chancelleries. Qu'est-ce qui distingue cette crise de ses modèles historiques? Les réponses ne tarderont pas à surgir à mesure que les premiers signaux de réaction américaine se font sentir. Les prochains jours s'annoncent décisifs pour l'équilibre mondial. Chaque manœuvre des cygnes blancs est réglée avec une précision chirurgicale. Leurs balais aériens sèment le doute, titillent les nerfs de l'adversaire et testent chaque limite posée par Washington. Rien n'est improvisé. Moscou orchestre une démonstration de force où chaque décollage devient la pièce d'un puzzle psychologique destiné à troubler l'Occident. L'objectif est limpide. Rappeler que, malgré l'isolement diplomatique et le coût du conflit ukrainien, la Russie conserve la capacité de projeter la peur nucléaire à l'échelle planétaire. Dans la cour arrière des États-Unis, Moscou veut prouver que sa puissance de nuisance franchit tous les océans. En posant ses Tu-160 sur le tarmac vénézuélien, le Kremlin déplace la crise loin de l'Europe et la plante en Amérique latine. Ce continent, souvent perçu comme un échiquier secondaire, devient soudainement inflammable. Cette diversion oblige Washington à disperser ses ressources et à revoir toutes ses priorités stratégiques. La présence russe agit autant comme une provocation que comme un test. Elle divise l'attention américaine, rappelle que Moscou refuse de respecter les tabous idéologiques et met à l'épreuve la résilience des alliances régionales. Le message implicite, aucune frontière géopolitique n'est hors de portée. La riposte ne tarde pas. Les États-Unis accélèrent l'envoi de moyens militaires d'envergure, groupes aéronavals dans la mer des Caraïbes, bombardiers B-52, chasseurs F-35 et task force dédiés à la protection des alliés. Ce déploiement, inédit depuis la fin de la guerre froide, vise autant à rassurer qu'à intimider. Mais il trahit aussi la fébrilité d'un Occident obligé de réagir à chaque provocation russe. Sous cette escalade, une interrogation plane, lourde et menaçante. Que transportent réellement les Tu-160 stationnés à Caracas? Officiellement, leurs soutes accueillent des missiles de croisière conventionnels. Mais le simple soupçon d'une tête nucléaire à bord suffit à déclencher une alerte immédiate et à raviver l'angoisse d'une escalade accidentelle. Dans ce duel de perception, l'incertitude devient une arme redoutable, parfois plus puissante que l'arsenal réel. Derrière le spectacle, la vulnérabilité des Tu-160 n'échappe à personne. Modernisés, mais dépendants du ravitaillement en vol, ces géants supersoniques sont surveillés sans relâche par les radars et satellites occidentaux. Les F-35 américains peuvent les suivre, l'OTAN capte chaque signal émis. Pourtant, la force du symbole l'emporte sur la supériorité technique. Un seul vol, savamment orchestré, suffit à ébranler le sentiment de sécurité occidentale. À mesure que la tension s'accroît, l'équilibre devient précaire. Le risque d'une escalade incontrôlée, par malentendu, réaction excessive ou erreur de calcul, atteint un niveau critique. Les mécanismes de gestion de crise, déjà fragilisés par la défiance, pourraient se révéler impuissants face à la vitesse des événements. Désormais, la rivalité ne se joue plus seulement dans le ciel ou sur la mer, mais au cœur des esprits, là où la peur et la perception deviennent des champs de bataille. Mais dans les coulisses, d'autres joueurs avancent leurs pions, prêts à exploiter la moindre faille. La crise ne fait que commencer, et chaque camp s'interroge. Jusqu'où oseront-ils aller? Le ciel des Caraïbes se fait champ de bataille invisible. Un simple faux pas, une erreur de trajectoire, et l'ordre mondial vacille. L'arrivée des cygnes blancs de Moscou, ces bombardiers stratégiques Tu-160, sur les pistes vénézuéliennes, déclenche un balai d'interception et de survol sous haute tension. Chaque décollage, chaque manœuvre militaire porte la promesse d'un incident qui pourrait embraser la planète entière. L'Amérique latine se fissure sous la pression. Cuba et le Nicaragua se dressent en alliés indéfectibles de Caracas, offrant à la Russie un relais diplomatique précieux. Au sud, le Brésil et la Colombie redoutent que le conflit déborde, menaçant leur propre stabilité et leur souveraineté. Les alliances traditionnelles volent en éclats. Maduro, dans une fuite en avant,
multiplie les appels à Pékin pour sécuriser un soutien économique et militaire, tandis que Moscou sollicite Téhéran afin d'étendre le front anti-occidental. Les lignes bougent, les jeux d'influence se complexifient, et toute issue devient impossible à anticiper. Les marchés réagissent brutalement. La simple présence d'une force nucléaire russe à moins d'une journée des côtes américaines suffit à faire bondir les prix du pétrole. Les routes maritimes du golfe du Mexique, artère vitale du commerce transatlantique, tombent sous la menace d'un blocus ou d'une escalade militaire, faisant vaciller l'économie mondiale. À Washington et à Bruxelles, l'inquiétude se lit sur tous les visages. L'OTAN et l'Union européenne, déjà éprouvées par les crises en Ukraine, à Taïwan et au Moyen-Orient, peinent à suivre sur tous les fronts. Les fissures apparaissent au sein du bloc occidental, révélant des tensions jusqu'alors contenues. Le pire n'est plus une abstraction. La région entière risque la déstabilisation, l'économie mondiale chancelle, et la menace d'une confrontation militaire directe se fait pressante. La crédibilité des puissances mondiales et la vie de millions d'innocents tiennent désormais à un fil tendu à l'extrême. Face à une telle escalade, chaque décision compte double. Mais une provocation de trop, ou une erreur de calcul, suffirait à précipiter le monde entier dans la crise. Derrière la tension et la rhétorique, la clé reste la gestion de l'incertitude et la résilience diplomatique. À chaque manœuvre, c'est l'art de jauger l'adversaire qui prime. Jusqu'où oser sans franchir le seuil de l'irréversible? C'est une danse sur le fil du rasoir, où la moindre erreur de lecture peut tout faire basculer. La guerre psychologique orchestrée autour des bombardiers russes au Venezuela coûte peu à Moscou, mais son impact sur la perception du risque est immense. À force d'abuser de cette pression, la Russie s'expose à l'usure de sa crédibilité. L'arme de la menace, trop souvent brandie, peut devenir un bruit de fond, un outil d'intimidation vidé de sa puissance, incapable de provoquer la crainte escomptée. Cette partie d'échec stratégique se complique par l'absence de vrais canaux de communication entre Washington et Moscou. Là où un téléphone rouge aurait pu désamorcer la crise, le silence laisse place à l'incertitude et à la surenchère. Sans dialogue, chaque geste est perçu comme une provocation, chaque déclaration comme un possible casus belli. Les risques d'escalade incontrôlée grandissent alors, nourris par la peur, l'orgueil ou de simples malentendus. L'histoire regorge de moments où la communication défaillante a failli précipiter le pire. La crise des missiles de Cuba en 1962, l'incident du sous-marin B-59 ou l'alerte nucléaire de 1983. Toujours, l'ombre de la méprise rôdait, prête à déclencher l'irréparable. Aujourd'hui, la vigilance doit porter sur les signaux faibles, vols inhabituels, mouvements navals, changements dans la posture nucléaire, cyberactivité suspecte. Seule l'attention aux détails, l'analyse fine et la capacité à anticiper permettent d'éviter la rupture. Lire entre les lignes n'a jamais été aussi vital pour prévenir ou désamorcer une crise. Mais l'essentiel demeure, derrière les calculs stratégiques et les démonstrations de force, ce sont des vies humaines, des économies entières et l'environnement qui sont en jeu. Une frappe accidentelle, une escalade mal contenue, et c'est tout un continent qui peut s'embraser. Les conséquences dépasseraient Caracas ou la crédibilité américaine. Elles pourraient bouleverser l'équilibre mondial pour des générations. Ce moment est un avertissement limpide. Si nous restons sourds aux leçons du passé, si le dialogue continue de faire défaut, nous risquons de répéter le même scénario tragique, cette fois à l'ombre de l'arme nucléaire moderne. La retenue, la lucidité et la restauration de canaux diplomatiques ne sont plus des options. Ce sont des impératifs vitaux pour éviter de plonger dans l'inconnu. À la lumière de cette tension croissante, une question s'impose. Qui osera faire le premier pas vers la désescalade et à quel prix? L'heure est venue d'examiner les scénarios qui pourraient sceller le sort de la crise. La prochaine tempête mondiale pourrait éclater à moins de 8 heures de vol de nos frontières. Saurez-vous la voir venir avant qu'il ne soit trop tard? Alors que l'attention se focalise sur l'Europe de l'Est et le Proche-Orient, une autre menace grandit loin des radars occidentaux. Depuis octobre 2025, les signes blancs russes, ces bombardiers stratégiques Tu-160, stationnent désormais au Venezuela. Ce n'est pas qu'une démonstration de force,
c'est un message. Moscou défie la domination américaine là où elle semblait intouchable, réveillant les fantômes d'une crise nucléaire oubliée. Mais la véritable arme ne vole pas à la vitesse du son. Chaque décollage, chaque communiqué, chaque manœuvre militaire vise à manipuler la perception du risque. La peur du nucléaire devient un levier géopolitique. Tester la cohésion occidentale, sonder les failles politiques, forcer l'adversaire à choisir entre prudence et fermeté. Voilà le cœur du jeu. Il serait dangereux de ne voir qu'une démonstration de muscles dans le ballet de ces avions. L'incertitude s'installe dans les chancelleries, ronge la confiance mutuelle, paralyse la prise de décision. La véritable menace? Un faux pas, une réaction précipitée, une mauvaise interprétation, et l'escalade n'est plus un scénario théorique. La stabilité mondiale ne tient qu'à un fil, la capacité à anticiper, à dialoguer, à refuser la logique de surenchère qui a déjà mené l'humanité au bord de l'abîme. Dans cette partie d'échecs, chaque signal compte, chaque silence aussi. La souveraineté collective, la sécurité des routes énergétiques, l'équilibre fragile entre dissuasion et provocation. Tout vacille si la peur ou le déni dictent les choix des gouvernements et de l'opinion publique. Une crise mal gérée, à quelques milliers de kilomètres, peut déclencher un effet domino. Les conséquences économiques, politiques et humaines seraient incommensurables. Les signes blancs ne sont qu'un symbole. La vraie puissance d'une nation réside dans sa lucidité, sa capacité à comprendre l'adversaire, à désamorcer les tensions avant que la ligne rouge ne soit franchie. Être vigilant, c'est refuser la passivité. Être informé, c'est résister à la manipulation du risque. L'histoire des crises est tissée de signaux négligés et de dialogues rompus. Aujourd'hui, le terrain de jeu est mondial. Un incident à Caracas, à Moscou ou à Washington peut faire chanceler la planète entière. La seule défense collective qui vaille, c'est la lucidité et le courage d'agir avant qu'il ne soit trop tard. Mais pour saisir pleinement la gravité de cette crise, il est essentiel de revenir sur la façon dont la Russie a cultivé cette stratégie d'intimidation, en s'appuyant sur des précédents historiques tout en innovant dans l'art de la guerre psychologique. Prenons un exemple, la crise des missiles de Cuba en 1962. À l'époque, l'Union soviétique avait secrètement installé des rampes de lancement de missiles nucléaires sur l'île de Cuba, à quelques centaines de kilomètres de la Floride. L'objectif était double, rééquilibrer la dissuasion nucléaire après l'installation de missiles américains en Turquie et montrer que Moscou pouvait menacer le cœur des États-Unis. La tension avait atteint son paroxysme, mais le dialogue entre Kennedy et Khrouchtchev, via des canaux secrets et des émissaires, avait permis d'éviter la catastrophe. Aujourd'hui, la situation diffère en profondeur. Il n'existe plus de canal direct permanent entre Moscou et Washington. Les mécanismes de confiance mutuelle mis en place durant la guerre froide, tels que le téléphone rouge ou les accords sur la notification des essais de missiles, ont été largement démantelés ou sont devenus obsolètes. La crise actuelle se joue donc dans un brouillard stratégique, où chaque protagoniste devine les intentions de l'autre à travers des signaux ambigus, des manœuvres militaires ou des déclarations publiques. Un autre parallèle historique s'impose. La station permanente de troupes étrangères dans des zones jugées sensibles. Par exemple, lorsque l'OTAN a déployé des missiles Pershing en Europe de l'Ouest dans les années 1980, l'URSS a répondu par le déploiement de missiles SS-20, déclenchant une course aux armements et des manifestations massives de la population européenne. À l'époque, le dialogue entre les deux blocs avait fini par aboutir à des accords de limitation, tels que le traité INF de 1987. Mais aujourd'hui, la Russie semble chercher à contourner ces accords en misant sur la mobilité de ses bombardiers stratégiques et la menace diffuse qu'ils font peser sur le flanc occidental. Pour comprendre la logique russe, il faut aussi examiner l'état de ses forces armées. Après des années de modernisation, les Tu-160 représentent le fleuron de l'aviation stratégique russe. Leur capacité à opérer à grande distance, à franchir d'immenses étendues d'océan et à menacer le territoire américain sans violer son espace aérien, confère à la Russie un outil de chantage géopolitique redoutable. Par ailleurs, la Russie a investi massivement dans les missiles de croisière à longue portée, capables d'être lancés depuis ses appareils.
Les missiles Kh-101 et Kh-102, par exemple, sont réputés pour leur furtivité, leur précision et leur capacité à transporter une ogive nucléaire ou conventionnelle. Imaginons un scénario plausible. Un vol de Tu-160 quitte une base russe, traverse l'océan Atlantique en contournant les défenses radars occidentales, puis se pose au Venezuela sous escorte de chasseurs vénézuéliens et cubains. La simple annonce de ce vol provoque une onde de choc sur les marchés, car les analystes spéculent aussitôt sur la nature de l'armement embarqué. Les gouvernements alliés des États-Unis, du Canada au Panama, déclenchent l'alerte maximale, renforcent la surveillance aérienne et maritime et déploient des navires de guerre dans les Caraïbes. Dans ce contexte, la Russie joue sur plusieurs tableaux. D'un côté, elle rassure ses alliés et sa population, en démontrant qu'elle peut frapper loin de ses frontières, et envoie un message à ses ennemis. Toute attaque ou sanction contre Moscou pourrait entraîner une riposte directe contre le continent américain. De l'autre, elle teste la capacité de réaction de Washington, cherchant à provoquer une surenchère militaire qui détournerait l'attention américaine de l'Ukraine ou du Moyen-Orient. Les conséquences d'un tel affrontement seraient catastrophiques. Un incident aérien, comme la collision d'un Tu-160 avec un chasseur américain ou colombien, pourrait dégénérer en affrontement ouvert. Un blocus maritime des routes pétrolières du Golfe du Mexique, même temporaire, provoquerait une flambée des prix de l'énergie, une crise boursière et des pénuries dans de nombreux pays. La Russie pourrait aussi menacer de fournir des armes sophistiquées à des régimes hostiles à l'Occident en Amérique latine, accélérant la militarisation de la région. Historiquement, les crises mal gérées ont souvent dégénéré à cause de l'absence de dialogue et de la surinterprétation des intentions adverses. Par exemple, lors de l'incident du sous-marin soviétique B-59 en octobre 1962, un commandant soviétique a failli lancer une torpille nucléaire contre un navire américain, croyant la guerre déjà commencée. Il a fallu la lucidité d'un seul officier pour empêcher l'irréparable. De même, en septembre 1983, une fausse alerte dans le système d'alerte russe a failli déclencher une riposte nucléaire, évitée de justesse par l'officier Stanislav Petrov. Aujourd'hui, ces garde-fous humains et technologiques ont disparu ou sont affaiblis. Le risque d'erreur de calcul est d'autant plus grand que les réseaux sociaux, les chaînes d'information en continu et les cyberattaques peuvent amplifier la confusion, brouiller la perception des faits et précipiter des réactions impulsives. Une rumeur sur la présence de têtes nucléaires à Caracas pourrait suffire à déclencher une mobilisation massive des forces américaines et pousser Moscou à surenchérir pour ne pas perdre la face. Quelles pourraient être les étapes concrètes pour sortir de l'impasse? Premièrement, la restauration de canaux de communication d'urgence entre Washington et Moscou est indispensable. Même au plus fort de la guerre froide, les deux superpuissances avaient convenu de mécanismes pour éviter les malentendus. Un accord sur la notification des vols stratégiques, la limitation des exercices militaires à proximité des frontières sensibles et le partage d'informations sur la nature des armes déployées seraient des mesures de bon sens. Deuxièmement, les acteurs régionaux doivent être pleinement associés à la gestion de la crise. Le Brésil, la Colombie, le Mexique et le Canada, mais aussi des organisations comme l'Organisation des États américains, pourraient jouer le rôle de médiateurs, proposer des missions d'observation ou servir de relais pour des négociations indirectes. Plus la crise est internationale, plus la pression pour la désescalade grandit. Troisièmement, il serait opportun de relancer des négociations multilatérales sur la limitation des armements stratégiques, intégrant non seulement les États-Unis et la Russie, mais aussi la Chine, l'Inde et les puissances régionales. Un moratoire sur la présence permanente de bombardiers stratégiques en dehors du territoire national, couplé à un renforcement des inspections internationales, réduirait la tentation de l'escalade. Enfin, la société civile, les médias, les experts et les diplomates doivent jouer un rôle clé dans l'apaisement des tensions. Informer, débattre, expliquer les enjeux permet de lutter contre la désinformation, d'éviter la panique et de pousser les gouvernements à privilégier la négociation sur la confrontation. Prendre exemple sur les initiatives citoyennes des années 1980, comme les chaînes humaines pour la paix ou les sommets alternatifs, peut contribuer à restaurer la confiance et à humaniser la crise. En guise de scénario prospectif,
Imaginons que la Russie annonce le retrait de ses Tu-160 du Venezuela en échange d'un engagement américain à ne pas renforcer davantage sa présence militaire dans les Caraïbes. Un tel geste d'apaisement, s'il était accompagné d'un dialogue franc et de mesures de vérification, pourrait désamorcer la crise et ouvrir la voie à une nouvelle ère de coopération régionale. Mais l'inverse est possible. Une escalade incontrôlée, nourrie par la méfiance, l'orgueil et la pression interne. Dans ce cas, la crise vénézuélienne deviendrait le théâtre d'un affrontement par procuration, à l'image des guerres du Vietnam ou de Corée, avec des conséquences humaines, économiques et écologiques dramatiques. La leçon de l'histoire est claire. La paix n'est jamais acquise. Elle se construit patiemment, par le dialogue, la lucidité et la gestion des risques. Les signes blancs de Moscou sont un rappel brutal de la fragilité de notre monde, mais aussi de notre capacité à choisir la désescalade plutôt que la confrontation. En définitive, la question n'est pas de savoir si la Russie osera aller plus loin, mais si la communauté internationale saura répondre avec intelligence, retenue et créativité. La crise actuelle est un test, non seulement pour l'équilibre des puissances, mais pour notre aptitude collective à préserver la paix. À chacun d'entre nous de rester vigilant, informé et engagé. Car c'est dans la somme des choix individuels et collectifs que se joue l'avenir du monde. Ainsi, la prochaine fois que 2 signes blancs traverseront le ciel au-dessus de Caracas, souvenons-nous que chaque vol, chaque geste, chaque mot peut peser dans la balance du destin. La prudence, le dialogue et l'engagement pour la paix sont plus que jamais nos meilleures armes.